Le Big Bang est une théorie très intéressante et connue par la majorité des personnes, même de celles qui ne s'intéressent pas trop à l'astronomie. On entend souvent que cette théorie nous raconte l'histoire du commencement de l'univers, alors qu'elle ne raconte que le potentiel commencement de l'expansion de l'univers, ce qui contredit totalement le modèle de l'univers statique. C'est-à-dire un univers qui ne bouge pas, qui était et restera dans l'état où l'homme le perçoit actuellement. En 1915, Einstein avait établi que l'univers était stationnaire, la gravité rapprochait les objets et une autre force inconnue agissait pour les éloigner. Pour l'anecdote, Einstein avait appelé constante cosmologique cette force et il admettra que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Ainsi, selon ce modèle, l'univers a une taille fixe et les objets qui le composent interagissent entre eux. C'était donc un univers statique et immuable selon le premier modèle. Cependant, cette idée fut abandonnée dans les années 20 par les travaux d'Edwin Hubble et de Georges Lemaître, qui ont montré que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que l'espace dans lequel nous vivons grandit de jour en jour. Cela a une conséquence directe observable. Les objets lointains s'éloignent les uns des autres. Donc cela contredit totalement l'idée que l'univers est stationnaire. C'est même tout l'inverse. Mais réfléchissons à ce fait un instant. Si en avançant dans le temps, l'univers grandit, alors en faisant marche arrière, il devrait rétrécir, impliquant qu'à un moment donné, l'univers avait une très petite taille, suffisamment grande pour contenir toute la matière de l'univers. La théorie du Big Bang va donc essayer d'expliquer ce qui s'est passé entre le moment où l'univers n'avait qu'une petite taille et aujourd'hui. D'ailleurs, petite anecdote sur ce nom de théorie, lors d'une émission de la BBC diffusée en mars 1949, plus précisément dans l'émission The Nature of Things, le terme Big Bang a été employé par le physicien britannique Fred Hoyle, qui lui-même préférait les modèles d'état stationnaire pour se moquer de ce modèle non stationnaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite piqûre de rappel s'impose. La matière, sous forme solide, liquide ou gazeuse, comme vous le savez peut-être déjà, est constituée d'atomes. Ces atomes sont eux-mêmes constitués de neutrons et de protons pour former un noyau, et des électrons se battent autour de ce noyau, et le tout devient ce qu'on appelle un atome. Mais revenons au fondamental. Les charges positives ont tendance à attirer les charges négatives, mais deux charges positives se repoussent l'une l'autre, et il en va de même pour le cas des charges négatives. Donc pour que le noyau existe, il faut une force pour que les protons du noyau restent ensemble, sinon l'atome n'existerait pas. Cette force s'appelle l'interaction forte. Il existe aussi une interaction dite faible, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, dites-vous qu'elle existe et qu'elle est nécessaire à la fusion nucléaire des étoiles. Bien, maintenant attaquons la théorie du Big Bang. On peut diviser deux périodes distinctes dans cette théorie. D'une part, la période chaude et instable de la matière, et l'autre la période de refroidissement et de stabilité de la matière. Commençons à parler de la période chaude et instable, qui est divisée en différentes sous-parties. La grande unification, l'inflation et la création des noyaux d'atomes, autrement appelée nucléosynthèse. Cette période se déroule de 10 puissance moins 43 secondes jusqu'à 380 000 ans. Vous avez bien entendu. Ici on commence après le zéro, plus précisément à 0,000000000000000000000000001 seconde. Et non, j'ai bien compté les zéros, on est bon. Tout ce qui s'est passé avant 10 puissance moins 43 secondes, donc, est appelé ère de Planck. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, même si des théories très complexes tentent d'expliquer cela. Ce fameux 10 puissance moins 43 est ce qu'on appelle le mur de Planck, en référence d'une part au physicien Max Planck, et d'autre part au fait que c'est un mur infranchissable où l'inconnu règne. Avançons très peu dans le temps, nous sommes entre 10 puissance moins 43 et 10 puissance moins 36 secondes. Nous trouvons dans cette ère de la grande unification. Toutes les quatre forces fondamentales que sont la gravitation, l'électromagnétisme, la force faible et l'interaction forte n'en forment qu'une, dans la masse chaude et énergétique qu'est l'univers à ce moment-là. Il faudra très longtemps pour que ces forces se dissocient et prennent toutes leurs rôles respectifs. Ici, les photons, neutrons, électrons et protons baignent dans une grande chaleur. La force qui règne en ces temps ne permet pas au noyau d'exister, donc pas d'atomes. L'heure tourne et nous sommes à 10 puissance moins 32 secondes. C'est là que commence l'inflation cosmique, la fameuse expansion de l'univers. Expansion qui allait vite, très vite, plus vite que la vitesse de la lumière même.
En effet, on retrouve des caractéristiques similaires à deux parties de l'univers totalement opposées, mais dont les côtés ont été en contact un jour, selon ce qu'on observe. Mais ces deux points sont séparés par une distance que la lumière n'a pas encore parcourue. Il fait encore très chaud, mais l'univers grandit déjà. Clôturons cette période entre 3 à 20 minutes de l'univers à mesure que l'univers se refroidissait. Les protons et les neutrons ont pu se combiner pour former des noyaux atomiques simples, principalement de l'hydrogène, un peu d'hélium et un brin de lithium. Processus appelé nucléosynthèse. Cependant, les électrons n'étaient pas un corps de la fête, il faisait un corps trop chaud, c'est-à-dire trop de mouvement et pas la force nécessaire à l'agglomération pour former un atome. Tout restera chaud sur un corps 380 000 ans, concluant notre première partie. Après ces longues années, les températures de l'univers descendent en dessous de 3000 Kelvin, ce qui permet aux électrons de s'assembler aux noyaux atomiques. On rentre dans la partie stable de l'univers où les forces ont réussi à se dissocier et où il fait assez froid pour que tout se mette en place comme on le connaît aujourd'hui. Divisons arbitrairement en 4 parties la suite. Le fond diffus cosmologique, la naissance des premières étoiles, celle des premières galaxies et la naissance de la Voie lactée. Reprenons donc notre récit. On est à 380 000 ans après l'inflation et jusqu'à ce moment, les photons étaient continuellement absorbés et dispersés par le brouillard d'électrons libres. La lumière ne voyage donc pas bien loin. Lorsque les noyaux commencèrent à absorber les électrons, la lumière fut soudain libérée. C'est la lumière que nous voyons aujourd'hui tirée par l'expansion de l'univers et qui est appelée rayonnement du fond diffus cosmologique. Il permet de dater tous les événements que j'ai cités jusqu'à présent. Ce rayon fossile est la seule trace qui nous reste du passé. 180 millions d'années plus tard, les premières étoiles étaient énormes, peut-être 1000 fois plus massives que notre Soleil. Elles furent vitales dans l'histoire de l'univers car elles chauffent et ionisent le gaz hydrogène autour d'elles. Au cœur de ces étoiles, de nouveaux éléments furent créés avant d'être libérés dans l'univers et recyclés en nouvelles étoiles et finalement en planètes, cycle qui est toujours présent dans les nébuleuses aujourd'hui. 500 millions d'années au compteur, lorsque les premières étoiles supermassives explosent, elles laissent derrière elles d'immenses trous noirs qui grandissent en fusionnant. Autour de ces trous noirs se regroupent toujours plus de gaz et un système d'étoiles se forme. Ces proto-galaxies fusionnent les unes avec les autres pour devenir les galaxies plus grandes que nous connaissons aujourd'hui. 600 millions d'années au compteur, l'étoile HE 1523-0901 du halo de la Voie lactée serait âgée de 13,2 milliards d'années, ce qui nous donne un âge minimum de notre galaxie. Le bulbe et le halo de la Voie lactée se sont formés dans un premier temps, les bras spiraux sont venus bien plus tard. Et on va s'arrêter là pour le moment, pour que cette chronique ait une fin, et surtout pour avoir le temps d'évoquer les soucis de la théorie, pour clôturer mon propos. En effet, cette théorie paraît satisfaisante, elle nous explique étape par étape ce qu'il se passe, mais doit prendre des paramètres initiaux très précis pour qu'elle existe. Changer les masses, les vitesses, les mouvements, les formes, l'horizon, la chimie, fait modifier même par petites variations le scénario complet de l'univers. Certains scénarios sont possibles et tendent vers ce que l'on souhaite. Alors les scientifiques font des recherches plus poussées dessus. D'autres sont impossibles et les recherches sont alors abandonnées. Bien que le mystère reste entier, il reste un des modèles possibles. Loin d'être le seul, le Big Bang se dresse souvent comme la seule et unique explication de l'expansion de l'univers. Tout ce qu'on peut assurer, c'est qu'aujourd'hui on observe un univers en expansion et qui contredit tout modèle cosmologique stationnaire. Je vous remercie grandement d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Cette chronique m'a pris pas mal de temps d'écriture pour peaufiner chaque petit recoin. J'espère que cette chronique vous aura plu, en espérant que mon travail vous plaise toujours autant. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine chronique autour de Vénus, et en attendant, je vous dis à la revoyure.